Ça fait donc 25 ans que ces images, celles des scorpions, ont été filmées. Ça fait 25 ans que Srebrenica est tombé. Et pour rappel, le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie avait été créé 2 ans auparavant par une résolution du Conseil de sécurité. Et aussi, pour mémoire, 10 jours après la chute de Srebrenica, Karadzic et Mladic ont été inculpés par le TPY, non pas à ce moment-là pour ce qui s'était passé à Srebrenica. Le génocide de Srebrenica sera inscrit dans un ajout des actes d'accusation quelques mois plus tard, en novembre. Et voilà, donc 1995, Karadzic, Mladic, et à la fin de l'année en tout cas, sont poursuivis pour le crime et pour le génocide de Srebrenica. Le tribunal pour l'ex-Yougoslavie a fermé officiellement ses portes le 31 décembre 2017. C'est la place à un mécanisme sur lequel je reviendrai après. Et devant ce mécanisme qui a succédé au TPY, Karadzic a été condamné définitivement en mars 2019 à une peine qui a été relevée à la perpétuité, et devant lequel s'est tenu il y a quelques semaines les audiences publiques de l'appel de Ratko Mladic. Et donc on le voit entre les premiers actes d'accusation, 1995, et la condamnation finale de Karadzic, celle qui n'est pas encore tout à fait achevée pour Mladic. L'histoire de la justice pénale internationale dans les Balkans est une histoire au long cours, et non seulement une histoire au long cours, mais c'est encore aujourd'hui une histoire qui se poursuit. Et donc, quand on parle du TPY, on ne doit pas parler de la justice pénale internationale pour les Balkans au passé. Alors, le mécanisme qui a pris la suite du TPY n'a pas lui-même le pouvoir d'émettre de nouveaux actes d'accusation, et donc, de ce point de vue-là, en tout cas, un bilan définitif qui a été posé par le tribunal pour l'ex-Yougoslavie. Donc, il y a eu 161 mises en accusation qui ont abouti à 90 condamnations et 19 acquittements. Et donc, le reste, c'est-à-dire une cinquantaine d'affaires, pour l'essentiel, ont été constituées de procédures closes ou bien d'affaires qui ont été transférées à d'autres juridictions. Alors, je reviendrai sur ce bilan qui est contrasté, mais qui est substantiel, qui est réel, un petit peu plus tard. Je voudrais d'abord faire un premier point sur cette actualité du mécanisme et rappeler d'abord au préalable quelles sont les missions de ce mécanisme. Ce mécanisme, donc, il est basé à la fois à La Haye et à Arusha. Il a été chargé de prendre le relais du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, mais aussi du tribunal international pour le Rwanda. Il doit assurer le suivi judiciaire des procès qui ont été conduits devant le TPI. Donc, c'est lui qui examine, par exemple, les demandes en révision qui peuvent lui être faites. Il a aussi en charge le suivi des victimes, et en particulier des victimes protégées. Il a aussi en charge la supervision des peines, la valorisation des archives, une mission très importante, la recherche et la poursuite des fugitifs du tribunal pénal international pour le Rwanda, puisque pour ce qui est du TPY, il n'y a plus aujourd'hui de fugitifs. Mais pour le Rwanda, évidemment, vous avez tous suivi l'actualité récente de ces derniers mois et l'arrestation en France de financiers du génocide et donc d'une personnalité importante remise, extradée aujourd'hui à Arusha. Cependant, concernant le TPY, le mécanisme est encore aujourd'hui en charge de 3 accusés importants détenus d'ex-Yougoslavie, Ratko Mladic d'une part, et Stanisic et Simatovic d'autre part. Ils sont tous les 3 mis en cause, notamment, pas seulement, mais notamment pour le crime de génocide à Srebrenica. Au premier chef, évidemment, Mladic, qui lui commandait les troupes et paradait devant les caméras pour se féliciter de la revanche contre les Turcs que l'armée serbo-bosniaque allait pouvoir prendre. Les seconds, Stanisic et Simatovic, qui ne sont pas eux-mêmes accusés d'ailleurs directement de génocide, mais sont de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, agissaient beaucoup plus discrètement, secrètement même,
mais de façon tout aussi active et évidemment déterminante pour ce qui a eu lieu, puisque c'est eux qui ont organisé, approvisionné, financé et dirigé la participation des unités spéciales de l'ADB, dont celle que nous avons vue, comme les Scorpions, qui était basée à Tarnovo, et vous voyez exécuter ces 6 jeunes hommes qui avaient tenté de fuir Srebrenica. Et donc, Martin l'a rappelé, cette vidéo a été filmée par un des membres de l'unité, Souvenir au départ, et ces images-là, aujourd'hui, que l'on projette souvent, on veut montrer plus durement ce qui s'est passé à Srebrenica, mais il faut bien se rendre compte que finalement, cette vidéo, aussi cruelle soit-elle, elle est un pâle reflet de ce qui s'est déroulé à Srebrenica, et évidemment, on est d'une certaine manière là, très loin de ce qui s'est passé à la ferme de Branijevo, où on a 1200 victimes. Alors, en plus de ces affaires, il faut mentionner que le 28 octobre 2019, le mécanisme, donc, avant, a mis un terme définitif à l'affaire Radovan Karadzic, en rejetant sa demande en révision de l'appel de mars 2019, qui confirmait la première instance et augmentait la peine. Et après ce rejet, Radovan Karadzic a tenté une ultime tentative pour récuser le président du mécanisme, qui avait rejeté sa demande de révision. Là aussi, donc, la manœuvre a échoué. Et bien que ne reconnaissant pas la légitimité du tribunal, on voit d'ailleurs que la défense de Karadzic aura utilisé tous les leviers, et puisé absolument tous les leviers procéduraux à sa disposition. Le général Mladic, quant à lui, on n'a pas tout à fait fini avec la justice. Il a été donc condamné en première instance en 2017 à la perpétuité pour le génocide, pour le crime contre l'humanité, pour le crime de guerre. Mais son jugement en appel ne sera rendu qu'en 2021, espérons d'ailleurs, dans la mesure où Ratko Mladic se trouve en très mauvaise santé. Dans des leviers sur lesquels sa défense essaie de jouer. Il a déjà été victime de plusieurs accidents vasculaires cérébraux et d'une attaque cardiaque. Et donc, il faut espérer qu'évidemment, il ne mourra pas avant que les juges puissent prononcer sa condamnation définitive. La fin du procès en première instance de Jovica Stanisic et Franco Simatovic, elle était aussi annoncée initialement en 2021 et pour cause de Covid a été repoussée en 2021, mais les audiences ont repris. La défense de Stanisic avait fini de présenter ses arguments l'année dernière, en octobre 2019, et donc celle qu'on entend aujourd'hui, c'est celle de Simatovic. Alors, je pense que nous tous, nous savons très bien qui sont ces 2 hommes, mais je le rappelle peut-être rapidement. Le Stanisic a dirigé sous Milosevic les services de la sécurité d'État de Serbie, l'ADB, et Franco Simatovic a, sous les ordres du premier, organisé l'action des unités spéciales de l'ADB qui avait été envoyées en Croatie et en Bosnie-Herzégovine. Si leur procès est aujourd'hui devant le mécanisme encore au stade de la première instance, ce n'est pas du tout parce que ces 2 hommes auraient été les derniers à avoir été livrés au tribunal. Au contraire, ils ont même été extradés en 2003, donc 5 ans avant Karadzic. Oui. Donc leur procès est long, évidemment, mais il n'est pas plus long. Les procès au TP grec sont de toute façon tous un peu trop longs. Mais ce n'est pas en ça qu'ils sont exceptionnels. Ce qui est exceptionnel dans leur cas, c'est que leur premier procès devant le TP grec a été purement et simplement annulé. Donc ils avaient été, dans un premier temps, en première instance, acquittés en mai 2013. Et le procureur avait fait appel en demandant à ce que les juges de la chambre d'appel annulent l'acquittement et condamnent les accusés, ou bien à ce qu'elles permettent de refaire un nouveau procès, ce qui a été effectivement l'option qui a été choisie dans la mesure où les juges ont reconnu qu'il y avait eu des erreurs de droit suffisamment graves pour nécessiter la reprise complète du procès. Et donc, le nouveau procès a réouvert devant le mécanisme avec les actes d'accusation initiaux. Et même si le procureur a légèrement modifié son approche, la défense ne manque pas de lui reprocher, pour l'essentiel, il reproduit les mêmes éléments de preuve et fait appel aux mêmes témoins. Ce procès est
bien plus important que ne laisse supposer la totale indifférence, totale absence de tout reportage ou de toute couverture médiatique dans les grands médias internationaux qui, au moins, se sont quand même intéressés à Karadzic et Mladic, mais qui, pour ce qui est en tout cas de ces deux hommes, ne font rien, ne les voient pas, ne font pas l'importance de ce procès. Alors que dans la mesure où un chef de milice venu de Serbie, aussi important que l'a été Arkan, le fameux chef des Tigres, qui a été donc assassiné à Belgrade avant de pouvoir être extradé et poursuivi par le TPY, dans la mesure où Arkan a été tué, dans la mesure où Slobodan Milosevic a succombé donc, à une crise cardiaque avant la fin de son procès, cette affaire est devenue celle qui examine le plus directement le rôle de la Serbie dans les guerres en Croatie et en Serbie. C'est très important. C'est très important. C'est lui qui met en lumière effectivement l'action des unités spéciales venues et constituées depuis la Serbie, les Scorpions, on a vu à l'œuvre, mais aussi les Tigres d'Arkan, les Bérets Rouges, la Garde des volontaires de Serbie, bon, un ensemble d'unités qui ont été créées, formées, armées, dirigées secrètement depuis Belgrade pour mener les opérations de nettoyage ethnique en appui des armées des entités croato-serbes et bosno-serbes. Et leur action clandestine elle est évidemment au cœur du double jeu diplomatique qu'a joué Milosevic durant toute cette guerre, négociant d'un côté des plans de paix et de l'autre côté essayant d'engranger sur le terrain au maximum des territoires nettoyés de leur population indésirable. Et même si les présidents croates et serbes, qui ont donc mené une guerre d'agression, on est loin de la guerre civile, parfois on réduit ce qui s'est passé en Croatie et en Bosnie-Herzégovine, même si ces présidents sont associés dans tous les actes d'accusation à l'entreprise criminelle commune qui est examinée par les juges, on ne peut que constater qu'en termes de verdict, la dimension internationale, la balkanique, elle a été finalement, au fil des années, elle est passée au second plan par rapport à la dimension nationale. Et ce verdict, qui sera donc un verdict en première instance, qui devra encore éventuellement ensuite être confirmé en appel, en tout cas ce verdict, s'il aboutit à une condamnation, ce devrait être le cas, il viendrait corriger finalement, au moins à la marge, une partie de ce biais regrettable du TPY et éclairer des zones d'ombre de l'histoire de la guerre. Alors, le bilan du TPY donc, que je commence à adresser là, plus globalement, on peut dire que, bon, d'un côté, le TPY aura réussi à documenter et à mettre à jour, sur la base à la fois de preuves matérielles importantes, nombreuses, et sur la base de témoignages. Il y a eu plus de 5000 témoins qui ont été entendus au TPY, dont la moitié venait de Bosnie-Herzégovine. Donc, de nombreux faits ont été établis. Ça, c'est incontestable. Par exemple, la chronologie des tueries et de l'expulsion forcée des civils de Srebrenica, elle a été précisément établie. D'autres crimes, comme les massacres qui ont été commis à Zvornik, comme la mise en place des camps de concentration à Prijedor, comme les camps de viol à Foča aussi. Sur le plan du droit, Martine l'a rappelé, le tribunal aura apporté la première condamnation en droit pénal international reconnaissant les violences sexuelles au titre du crime contre l'humanité. Et sur les 161 mises en accusation du TPY, 78 comportaient des références à des violences sexuelles. Et s'il y a eu des affaires, il y a bien sûr des affaires plus emblématiques, on a tous en tête, comme le procès Furunjija, ou bien le procès des 3 officiers bosno-serbes qui ont été impliqués dans la mise en place du camp des viols de Foča, en Bosnie orientale. Le tribunal aura condamné une trentaine de personnes au titre des violences sexuelles. Et dans le cas de Srebrenica, alors c'est une jurisprudence qui vient en résonance d'un travail qui a été fait par les juges d'abord au tribunal pénal international pour le Rwanda, mais pour le Srebrenica aussi,
les violences sexuelles sont reconnues comme constitutives du crime de génocide. Et donc, il y a un héritage positif du TPY qui est à défendre et qui est à faire encore aujourd'hui connaître davantage. Même si ces victoires du droit ne doivent évidemment pas faire oublier de l'autre côté, ne doivent pas masquer les échecs et les dérives du tribunal. Ainsi, sur le plan factuel, il y a les grands oubliés, comme le siège de Gorajdé. Il y a sur le plan du droit des décisions qui sont contestées, qui sont très contestables, comme le verdict en appel de Gotovina, comme celui en première instance de Shechel, et bien sûr la scandaleuse condamnation pour outrage de Florence Hoffman, qui aujourd'hui reste fidèle à ses engagements. Autre exemple particulièrement significatif de ce bilan mitigé, si d'un côté les bombardements du port de Dubrovnik par la JNA ont fait l'objet d'un procès, d'une reconstitution et de condamnation, ce qui s'est passé à Vukovar est loin d'avoir été jugé de manière satisfaisante. Non seulement du fait de la mort prématurée de certains responsables importants, malheureusement on n'est pas le fait du tribunal, mais aussi du fait des choix particuliers du procureur qui a choisi de se focaliser sur le massacre d'Ovtchara, qui est évidemment un massacre particulièrement emblématique, qui appelait évidemment à ce qu'il y ait des affaires ouvertes sur ce massacre, mais qui a laissé de côté les 3 mois de siège et de bombardement de la ville, et qui aurait été évidemment l'affaire de crimes contre l'humanité qui aurait dû mettre en cause clairement les responsables de la JNA, alors que dans le cadre de Ovtchara, on a assisté à des procès qui ont eu du mal à mettre en lumière l'articulation, les liens entre la JNA et les groupes paramilitaires qui ont exécuté les 300 prisonniers extirpés de l'hôpital. Bon, ça c'est vraiment une lacune quand même, d'une certaine manière impardonnable par rapport à ce qu'on pouvait attendre du tribunal. Pour Srebrenica aussi, on a 1 millier de témoins qui ont été entendus, dont en nombre de survivants. On a aussi entendu des casques bleus, on a aussi entendu des responsables onusiens. Je vous rappelle cette audience mémorable du commandant du Dutchbat, du colonel Karemans, qui reconnaît devant les juges que le 14 juillet, lorsqu'il rencontrait Mladic, il avait tout bonnement oublié de lui demander quel avait été le sort des réfugiés. Et pour autant, donc, si l'abandon des civils de Srebrenica par l'ONU est inscrite dans l'histoire du génocide, tel que le tribunal a pu le reconstituer, les véritables ressorts et l'étendue de cet abandon sont restés hors du champ d'investigation du tribunal. Et ça, en dehors du fait que, aux Pays-Bas, des cours aient pu reconnaître la responsabilité civile de l'État néerlandais dans la mort de 350 hommes qui étaient sur la base et que les casques bleus néerlandais auraient pu protéger. Donc, de ce point de vue-là aussi, l'histoire du génocide, même sur une affaire qui a été beaucoup jugée, n'est pas complète. Alors, on doit reconnaître, surtout si on compare par rapport à d'autres juridictions internationales, que le TPY a pu néanmoins condamner un certain nombre conséquent de responsables, et parmi eux, les principaux responsables. Pour Srebrenica, il a ouvert donc 13 affaires et il y a eu 21 condamnations. Pour le siège de Sarajevo, la condamnation à perpétuité de Galić. Pour Prijedor, la condamnation à perpétuité de Milomir Stakić. Évidemment, ce sont là des condamnations très importantes. Et les condamnations également à la perpétuité de Radovan Karadzic et de Ratko Mladic permettent à elles seules, évidemment, de justifier la création et l'action du TPY. Mais d'autres procès incarnent l'œuvre inachevée du tribunal, comme celui de Milosevic, qui d'un côté aurait été, si on accepte Denis, il est Denis à Nuremberg, le premier chef d'État en exercice à être poursuivi devant une juridiction internationale, mais dans le procès, alors que le tribunal a quand même eu plusieurs années l'accusé dans ses geôles, aura été interrompu avant sa mort. Je termine en 5 minutes oui. Ce bilan, sinon il sera très, très incomplet. D'autres hauts responsables ont été jugés coupables. Certains ont plaidé coupables, et donc Biljana Plavšić est un moment de reconnaissance
important, même si d'un autre côté, évidemment, elle aura limité sa coopération au strict minimum qui pouvait bénéficier à ses propres intérêts personnels. Mais il y a d'autres plaidoyers coupables, comme celui pour Srebrenica absolument cruciaux, comme celui de Dražen Erdemović, le premier, ce soldat issu du 10e détachement de sabotage de la VRS, qui apporta des témoignages très importants, et celui aussi de Dragan Obrenović, qui est un commandant de la VRS. Quelques autres affaires, très rapidement. Momčilo Kratinsky a été condamné, c'est important. Une peine de 13 ans, c'est un des reproches aussi qu'on fait au TPY, d'avoir évidemment des peines qui semblent parfois ridiculement bas par rapport peut-être aux responsabilités engagées, et de ce fait, Momčilo Kratinsky a pu revenir après sa peine en héros en Bosnie-Herzégovine, publier des mémoires tout à fait révisionnistes et donc continuer à alimenter sur place la dynamique nationaliste. Pire encore, peut-être, on ne peut pas évidemment ne pas le mentionner, certaines tâches indélébiles, comme l'acquittement scandaleux en première instance de Vojislav Šešelj, et le fait qu'il était condamné à minima en appel n'efface pas vraiment sur le fond cette tâche de ce qui s'est passé en première instance, où on a quand même eu une chambre et un juge qui s'est laissé déborder par un accusé, qui a laissé l'accusé prendre en main son procès, terroriser, insulter des témoins dans et hors de la salle d'audience, qui a laissé retourner en Serbie cet accusé sans les contreparties minimales qui pouvaient être exigées, et de ce fait, aujourd'hui, est encore en Serbie et n'a même pas eu à assister à sa condamnation en appel. Les victimes elles-mêmes, le bilan est également en demi-teinte. Dans le sillage des enquêtes, il y a donc eu des campagnes d'identification des disparus, il s'est mis en place des choses. La section d'aide et de victimes aux témoins, c'est aussi un acquis important du tribunal, mais de l'autre côté, évidemment, des témoins, des victimes qui ont dû témoigner dans des conditions parfois difficiles, avec des contre-interrogatoires, surtout lorsqu'ils étaient menés par des accusés qui pouvaient se montrer très brutaux, et puis, contrairement à la Cour internationale, il n'y a pas de représentation, ils ne sont pas partie prenante de la procédure, et il n'y a aucune mesure de réparation dans les jugements du TPY qui a été prise pour eux. 2 minutes pour juste faire un lien avec, parce que ça c'est le tribunal, c'est le bilan du TPY, mais ce bilan-là, d'une certaine manière, il faut l'inscrire dans la suite aussi de ce qui s'est passé en Bosnie-Herzégovine. Je ne vais pas m'y attarder parce que Nataša Kandić, pour la Serbie en tout cas, pourra revenir évidemment sur cette dynamique aujourd'hui des procès dans les Balkans. Je vous renvoie à la carte interactive qu'a mis en place le Balkan Investigation Reporting Network, BURN, en octobre 2019. Elle vous donne, mais je voudrais juste rappeler les chiffres parce que c'est quand même important pour, disons, saisir un peu ce qui se passe. Les jugements de la Cour spéciale pour les crimes de guerre de Belgrade, Nataša Kandić va en parler, mais il y a eu donc 47 jugements. En Croatie, entre 2011 et 2018, sur 3500 procédures, seulement 119 condamnations à l'encontre des membres des forces armées croates, des protocoles de collaboration signés, etc., mais qui ne se mettent pas vraiment en place, enfin, qui ne sont pas vraiment aujourd'hui à l'œuvre. Les chambres spécialisées de la Cour d'État de Bosnie-Herzégovine, 209 verdicts. Pour Srebrenica, il y a eu 26 condamnations, ce qui fait que pour Srebrenica, au total aujourd'hui, avec le TPY, on a donc 47 condamnations. 47 condamnations. Pas, encore une fois, avec des principaux responsables, mais alors 5 affaires sont en cours, il y en a 17 qui sont en investigation, il y a 67 suspects qui sont identifiés, dont on sait qu'ils sont en Serbie, ils sont loin d'être encore devant les juges. Voilà. Bon, ça c'est très important. Cela montre d'une certaine manière aussi que le judiciaire dans les Balkans, au TPY, il a avancé. Hein, on ne peut pas du tout considérer que l'œuvre du TPY, que ce qu'il fait aujourd'hui, bon, c'est un à côté, c'est voué aux poubelles de l'histoire. Non, il y a un bilan, il y a des acquis qui sont très importants, qui sont à défendre et qui sont parfois compliqués à défendre. Et alors, on va peut-être en discuter après, parce que autant il y a des blocages politiques, pas le fait du tribunal, qui sont faits des accords de Dayton, par exemple, qui sont faits de beaucoup d'autres choses, qui sont le fait d'une certaine manière de ce qu'on ressent aussi avec le TPY, c'est-à-dire qu'on est toujours un peu dans ce deux poids deux mesures. On fait un peu des choses, hein, on ne fait pas rien, mais on n'en fait pas assez. On n'en fait pas trop pour ne pas risquer la vie des hommes,
quand ils étaient sous casque bleu. Et on n'en fait pas assez pour vraiment prendre de front la question des blocages politiques. Et donc finalement, le judiciaire bute encore contre cette donnée politique. Et autant le négationnisme, Véronique va en parler tout de suite, est encore très virulent dans les Balkans, mais il est aussi virulent dans les Balkans parce que chez nous aussi, d'une certaine manière, ce n'est pas un révisionnisme de la même nature, mais on sent aussi qu'il y a quand même, si on, ne serait-ce qu'en comparant, pas pour dire qu'on en fait trop pour le génocide au Rwanda, on en fait sans doute même pas encore assez, mais comparer simplement à ce qui se fait pour le Rwanda, l'histoire de la guerre dans les Balkans, elle est absente. Elle est absente à l'université, elle est absente dans les médias. Et c'est quand même en partie dû à beaucoup de facteurs, mais on sent aussi qu'il y a quand même ce malaise, y compris parfois chez des personnes très bien, par rapport à la qualification de génocide à Srebrenica. Et donc, moi, maintenant, je ne sais pas moi qui vais en débattre, mais c'est une question importante, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas le révisionnisme de la même nature qu'en Bosnie ou en Serbie, où on dit qu'il ne s'est pas passé de génocide, il ne s'est rien passé, c'était des hommes armés, les chiffres ont été gonflés, etc. Ce n'est pas du tout de cette nature-là. C'est plutôt une sorte de gêne, parce qu'on se dit, ça, on ne comprend pas, ce n'est pas vraiment du génocide. Et de ce fait-là aussi, des personnes qu'on pourrait attendre comme défendant les acquis de ce tribunal font un pas de côté, ne se font pas entendre comme ils devraient se faire entendre, et donc laissent un peu les choses filer. Et donc voilà, il y a aussi sur du point de vue du droit, du point de vue factuel aussi, chez nous, beaucoup de choses à faire pour combattre le révisionnisme. Ils sont influencés sans doute par le déni qui règne en Serbie même de tout ce qui s'est passé. En tout cas, ils l'alimentent. Et pour certains, oui, bien sûr, ils sont influencés.